Bien, bonjour, bon après-midi tout le monde. Bonne digestion, comme on dit. Mon nom est Sylvie Lessard, je suis directrice générale et artistique de la rencontre Théâtre Ado, mais je suis aussi membre du conseil d'administration de Rideau et je fais toute autre tâche connexe comme administratrice, dont présenter des ateliers cette année. Donc, écoutez, j'aimerais d'entrée de jeu remercier Caroline et l'équipe de Rideau et son équipe d'avoir préparé de si beaux ateliers aujourd'hui. J'espère que vous en profitez bien depuis 8 heures ce matin. Ouf! Donc, comme membre d'une équipe, comment pouvons-nous contribuer au capital de points de vue, d'expertise et d'information nous menant à la réussite de nos projets? C'est une belle question. On va-tu avoir des réponses? On va essayer, parfait. Comment pouvons-nous installer entre collègues des relations respectueuses et stimulantes? On a eu quand même ce matin un bel atelier avec Dominique Morneau qui pouvait nous introduire aussi à ça. Et c'est là que l'intelligence collective entre en scène, semble-t-il. Pour nous en parler, nous avons un invité, M. Yves Lévesque, spécialisé dans l'accompagnement des leaders et d'organisation pour l'optimisation des processus collectifs. Ça dure 30 minutes. Je vous demanderai pendant ce temps-là de fermer évidemment vos cellulaires pour bien écouter M. Lévesque. Bon après-midi. Bonjour tout le monde, donc ça me fait grand plaisir d'être avec vous. C'est un peu une nouveauté pour moi d'être dans le milieu de la culture. J'ai une grande expérience d'accompagnement des organisations dans le milieu communautaire, milieu institutionnel et nouvellement dans le milieu de la culture. J'ai aussi fait partie de nombreux conseils d'administration. J'ai été directeur moi-même d'une organisation pendant plusieurs années et donc je me définis d'abord et avant tout comme un praticien et je vais un peu vous livrer aujourd'hui des connaissances que j'ai acquises au fil des années, puis aussi des réflexions issues de mon expérience. Alors, avant de commencer, je vais vous dire que cet atelier va être exploré plus en profondeur demain avec des membres de conseil d'administration de de vos organisations. Donc, on va faire un atelier demain qui va durer 4 heures où on va faire aussi des exercices pratiques avec des membres de conseil d'administration. Donc, aujourd'hui, on va le regarder sous l'angle des équipes et demain, évidemment, sous l'angle du travail des conseils d'administration. Alors, on vit, bon, vous le savez, de plus en plus dans un univers qui est diversifié, diversité culturelle, diversité générationnelle, diversité des identités. Dans un monde complexe, on a de plus en plus, bon, depuis l'avènement des nouvelles technologies, on est de plus en plus bombardé d'informations, on a à gérer des choses souvent contradictoires, donc on est dans un univers qui nous est très exigeant à ce niveau-là. Un univers changeant aussi, hein, on le voit notamment au niveau politique. Il y a des changements de gouvernement, des changements de ministres, ça change les règles du jeu, il faut s'adapter. Aussi, un monde de plus en plus rapide. On est exposé à devoir réagir rapidement à des choses inattendues, des choses des fois qui nous déconcertent. Et évidemment, tout ça amène son exigence au niveau de l'adaptabilité, de l'agilité, aussi de l'accès à différents savoirs. Donc, les organisations, évidemment, dans ce contexte-là, ont besoin de personnes qui vont rester et s'engager. Et ça, on sait, ça fait partie de notre univers complexe en ce moment. La pénurie de main-d'œuvre, bon, la difficulté à recruter des bonnes ressources. Donc, on veut garder notre monde. Des équipes qui possèdent une diversité de talents et de points de vue parce que, justement, on est confronté à des choses inattendues qui dépassent des fois nos champs d'expertise. Donc, on a besoin d'une diversité de regards, d'idées créatives pour innover. Et ça, l'innovation, bien, souvent, comme on le sait, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en groupe. Et les gens ont besoin d'expériences professionnelles là, qui permettent de se développer, d'apprendre, de s'améliorer. Donc, les gens sont de plus en plus exigeants par rapport à ça, par rapport au sens qu'ils veulent donner à leur travail. Donc, autant comme directeur d'organisation ou comme travailleur, on a besoin d'expériences professionnelles qui vont nous nourrir, qui vont nous amener à nous dépasser, qui vont donner un sens à notre existence. Donc,
Puis dans tout ce contexte-là, on a été formés, on a été un peu dans notre culture, on a souvent essentiellement misé sur l'intelligence et les performances individuelles. Dire, bon, si on a tel top-notch dans notre équipe, si on a une direction qui est capable de tout faire ou qui a des grandes capacités, bon, ça va aller, notre organisation va aller loin. Mais on se rend compte que d'avoir cette perspective-là, c'est de plus en plus risqué parce que dans un monde complexe, on a besoin d'avoir justement une diversité de regards. Quand on se focalise sur un seul regard, ben on a plus d'angles morts et donc ça devient plus risqué qu'on passe à côté de choses importantes. Et aussi, la pression est telle que de miser sur des individus, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Les gens s'épuisent, les gens s'en vont. Donc, dans ce contexte-là, on s'intéresse de plus en plus à l'intelligence collective. Et ce dont je vais vous parler, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement du nouveau pour vous. On en parle souvent de l'intelligence collective ou du fait de travailler en groupe collectivement. Par contre, je ne suis pas certain qu'on prend le temps, tout le temps de conscientiser ou de systématiser notre façon de mettre ça en application, le fait de travailler efficacement collectivement. Donc, je vous propose ici une définition de l'intelligence collective, désigne les capacités cognitives d'une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres. Donc, on parle effectivement de la capacité d'un groupe d'apprendre. On a souvent, encore là, fait beaucoup de recherches où on sait beaucoup comment les individus apprennent. On s'intéresse de plus en plus à comment les groupes apprennent, comment les collectifs ont leur propre mémoire et comment on peut l'entretenir, cette mémoire-là, pour remettre à profit les apprentissages qu'on fait en groupe. Donc, les capacités collectives, cognitives, c'est un maillon important de cette définition-là. Et l'intelligence collective, c'est pas une addition d'individus ensemble, mais c'est vraiment le produit des interactions. Donc, est-ce que dans nos groupes, dans nos façons de travailler, on accorde de l'attention aux interactions et aux meilleures façons, dans le fond, de les favoriser? Donc, avec le temps qu'on a, je vais vous partager quelques éléments de l'intelligence collective, l'intention, l'écoute, l'empathie, la co-construction et la co-responsabilité. Donc, quand on parle d'intelligence collective, on parle aussi de mobiliser les gens, hein, d'amener les gens dans l'action. Et qu'est-ce qui motive les gens à être motivés? C'est l'intention qu'ils ont derrière. Donc, l'intention, c'est une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but et ce but lui-même. Donc, l'intention, c'est plus qu'un objectif qu'on écrit dans la mission d'une organisation. Ça fait appel aussi à l'émotion, ça fait appel aussi à la capacité d'aller dans l'action. Et l'intention collective, c'est une volonté d'engagement pour amener un changement. Quand on parle d'intention, souvent, on dit que l'intention est le leader caché de tout processus collectif. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas pris le temps d'identifier les intentions de toutes les parties prenantes dans un processus collectif. On va prendre pour acquis, par exemple, qu'une personne qui vient travailler dans une organisation partage l'intention qui est incluse dans la mission, mais souvent c'est très flou tout ça. Quelqu'un, par exemple, va avoir une intention, ou en tout cas va avoir une motivation davantage sur un angle de la mission de l'organisation, mais ça reste dans le non-dit et c'est des choses qui, parfois, que souvent on ne partage pas et qui vont créer peut-être, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une perte de sens à un moment donné où on n'ira pas capitaliser sur ces intentions-là. Par exemple, je ne sais pas, dans une organisation, quelqu'un va être plus motivé, dans votre domaine, par
soutenir l'émergence des nouveaux talents ou de la culture émergente. Quelqu'un va être plus motivé par le fait de rendre la culture accessible à tous. Quelqu'un va être plus motivé par le fait qu'on va avoir à travailler avec des artistes de haut niveau, avec des vedettes. Donc, toutes ces motivations-là existent et on a avantage à les partager. Et pour ce qui est de l'intention collective, c'est intéressant de donner un espace pour en discuter ou en rediscuter. C'est certain que nos organisations ont déjà des missions, mais est-ce qu'on se les réapproprie? Est-ce qu'on se donne un espace pour les rediscuter et de faire une connexion entre l'intention collective et les intentions individuelles? Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder. L'écoute, bon, ça semble une évidence, mais est-ce qu'on écoute vraiment? Donc, juste se rappeler, l'écoute, ça démontre un engagement envers l'autre. Ça permet d'avoir accès à l'information pertinente. Dans le sens que dans un groupe, si on ne se donne pas des conditions optimales pour écouter ce que les gens ont à dire, on va perdre des informations précieuses qui pourraient être mises à profit pour faire avancer l'organisation, pour faire avancer l'intention collective. Il y a la célèbre expérience là, de la navette Challenger dans les années 80 où ils se sont rendus compte après coup, après la catastrophe, que les erreurs, ça aurait pu être évité, cette catastrophe-là, parce qu'on n'avait pas écouté, dans le fond, tous les ingénieurs qui avaient quelque chose à apporter pour régler la situation problématique qui était en cours. Donc, ça illustre bien ce point-là. Évidemment, d'écouter, ça améliore la compréhension de l'environnement. Est-ce qu'on comprend bien tout le monde qui est assis autour de la table? Est-ce qu'on peut tirer parti le plus possible de ce que cette personne-là a apporté et de ce que chacun peut s'apporter mutuellement? Valorise la capacité de l'autre à trouver des solutions. Évidemment, si on est dans la communication à sens unique, donc on communique quelque chose et on s'attend à ce qu'il y ait une réponse à cette communication-là dans le sens de donner suite à cette communication-là, mais que ça ne va pas dans l'autre sens, bien encore là, on se coupe de plein de possibilités. Donc, et dans l'écoute, ça nous aide à formuler des bonnes questions parce que les éléments inattendus qui peuvent ressurgir des discussions en équipe nous permettent de nous poser des bonnes questions sur les prochains pas à faire dans nos stratégies. L'empathie. Donc, je rappelle la définition de l'empathie. Donc, voir les choses du point de vue d'une autre personne ou s'imaginer dans la même situation qu'elle et se représenter ce que cette personne ressent et pense. Donc, ça sert l'empathie, évidemment, à établir des liens, à établir la confiance dans les relations, comprendre et anticiper les comportements des membres du groupe, se donner les moyens de prendre des décisions plus avisées. Parce que souvent, évidemment, dans les équipes, dans les phénomènes de groupe, on fait face à de la résistance, on fait face à de la divergence. Et si on n'est pas empathique, on va avoir de la difficulté à voir l'utilité de cette résistance, cette divergence. Et donc, l'empathie, c'est quelque chose qu'on a à mettre en pratique pour, encore là, essayer d'amener l'équipe un peu plus loin et de faire en sorte que tout le monde puisse apporter sa contribution. Et finalement, la co-construction en intelligence collective, c'est le phénomène, c'est le concept central. C'est l'implication d'une pluralité d'acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet ou d'une action. Donc, on parle ici vraiment non pas de l'addition des personnes qui sont là, mais de la synergie. Un peu comme, l'intelligence collective est beaucoup basée sur l'approche systémique, sur les systèmes vivants, puis dans la nature, on le sait, quand on combine plusieurs éléments ensemble, ça donne quelque chose de différent. Tu sais, dans H2O, l'eau a des propriétés que ni l'hydrogène ni l'oxygène peut avoir, mais dans les phénomènes d'équipe, c'est pareil. Donc, c'est que si on met en place les bonnes conditions,
on va faire en sorte qu'il va émerger quelque chose qui est beaucoup plus que la compétence des personnes qui sont en présence. Donc, et on se met aussi dans une posture, évidemment, de recherche de solutions et non pas juste d'analyse des problèmes ou de recherche d'un coupable, mais c'est vraiment d'essayer de miser sur la créativité qui va amener la convergence des idées. Donc, ça nous invite évidemment à miser sur les compétences diversifiées, d'avoir ces angles de regard différents qui vont nous aider à trouver des solutions, d'avoir un regard 360 degrés, de construire sur les idées des autres. Souvent, un exercice qu'on fait par rapport à la co-construction, c'est de se poser la question, c'est de se donner des idées, puis de dire ce que j'aime de ton idée, c'est, et j'ajoute telle chose. Donc, c'est de dire, c'est pas l'idée d'une seule personne qui va nous faire avancer, c'est vraiment la combinaison des différentes idées. Donc, ça nous invite à être dans une dynamique de collaboration plutôt que de compétition. Donc, pour parler un peu plus concrètement de tout ça, je vais vous parler d'un modèle qui s'appelle le diamant de la participation. Donc, c'est une modélisation des processus collectifs. Puis, évidemment, par processus collectif, ça peut être n'importe quel processus collectif allant de l'organisation d'une rencontre à un plan d'action, à un projet, à n'importe quel travail d'équipe, dans le fond. Et ce modèle-là vient d'une approche qui s'appelle le Art of Hosting, là, qui est une communauté internationale de facilitateurs qui travaillent à aider justement les collectifs à être plus performants et efficaces. Donc, le diamant de la participation, cette théorie-là induit que les processus collectifs se passent à peu près toujours de cette façon-là si on veut qu'ils soient performants. Donc, il y a une première étape qui est l'étape de la connexion, c'est-à-dire que de prendre le temps d'être en relation. Comment on prend le temps d'être en relation? C'est-à-dire que quand on est un nouveau groupe, évidemment, prendre le temps de se connaître et aussi quand on est une équipe qui travaille de façon régulière ensemble, comment on prend le temps de se connecter, par exemple, est-ce qu'on peut faire des check-ins, par exemple, pour se dire, bien, on a une réunion, on doit travailler sur un projet ce matin, on se sent comment par rapport à ça, ou comment, c'est ça en fait, comment on peut déposer, connaître ce que chacun vit pour être capable déjà d'être dans une disposition de collaboration. Dans cette étape de connexion, il y a l'étape du langage commun qui est super importante. Le langage commun, c'est vraiment comment on pose le cadre, c'est se dire... par exemple, on travaille sur une orientation ce matin. Ce qu'on s'attend du groupe, c'est de travailler, par exemple, sur les moyens de mise en œuvre. Où on travaille, on part de zéro, puis on va construire les orientations ensemble. C'est-à-dire que de poser le cadre pour que les gens sachent exactement à quoi ils sont invités, pour ne pas qu'ils aient l'impression que si on ne pose pas le cadre, ils vont peut-être avoir des attentes auxquelles on ne répondra pas. Peut-être moi, je m'attends à ce que je vais avoir mon mot à dire sur les orientations, mais dans le fond, on veut juste me faire travailler sur les moyens de mise en œuvre. Donc, il y a ça. Le langage commun, c'est poser le cadre. C'est aussi s'assurer qu'on comprend bien tous la même chose, hein, sur clarifier le vocabulaire, clarifier est-ce que les orientations avec lesquelles on travaille, comment les gens les comprennent autour de la table. S'assurer d'avoir une bonne compréhension de ça. Ensuite, une fois qu'on a posé, qu'on s'est connecté, qu'on a posé le cadre, il y a l'étape de la divergence. La divergence, c'est de créer un espace, de créer la possibilité pour que les points de vue différents puissent s'exprimer. C'est-à-dire que c'est une étape où on va, par exemple, faire des brainstorming, où on va essayer d'écouter. Justement, là, l'écoute est primordiale à cette étape-là. Même s'il y a des points de vue autour de la table qui ne font pas l'affaire, c'est comme d'essayer de faire là notre 360 pour aller chercher le maximum d'idées, le maximum de points de vue, le maximum d'informations, de connaissances pour réussir à travailler sur notre objectif commun.
Donc, ensuite, on arrive à l'étape de la co-création. Une fois qu'on a posé tous les points de vue possibles, on essaie, dans le fond, de les faire jaser entre eux, ces points de vue-là. C'est-à-dire, tous ces points de vue-là, toutes ces idées-là, toutes ces connaissances-là, comment on peut s'en servir pour répondre à ce qu'on a à faire aujourd'hui? Comment on peut les mettre au service du projet qu'on est en train de travailler? Et là, ça demande des talents de facilitateur, mais c'est de faire en sorte qu'à partir de tous ces points de vue-là, on puisse faire sortir des options, différentes options qu'on va pouvoir évaluer. À l'étape de la divergence, je recule un petit peu, c'est qu'on va aussi faire l'état des lieux sur est-ce qu'on est tant en divergence que ça, où sont nos divergences et nos convergences. Et quand on identifie des convergences, déjà là, il y a certaines pistes qui peuvent émerger pour la co-création. Dans cette étape de co-création qu'on appelle aussi l'étape d'émergence, il arrive souvent que les conflits arrivent à ce moment-là. Parce que il y a le choc des idées, il y a des options qui peuvent essayer de prendre le dessus les unes sur les autres. Donc, cette étape-là, même dans cette théorie-là, ça dit que c'est nécessaire même d'aller un peu vers la tension, vers le conflit à cette étape-là, que si ça n'arrive pas, probablement qu'on va arriver à un faux consensus ou à quelque chose, on n'arrivera pas à aller chercher le maximum pour réaliser nos objectifs à cette étape-là. Ensuite, dans cette étape-là de co-création, si on l'a bien facilité, si on a bien fait ressortir les options, on arrive à la convergence, où là, les différentes options qui nous apparaissent collectivement intéressantes vont pouvoir faire l'objet d'une priorisation, c'est-à-dire comment on peut prioriser. Dans toutes ces options-là, on a déjà éliminé quelques-unes à l'étape de la co-création. Il nous en reste quelques-unes. On va en prioriser une et on va commencer à regarder concrètement comment on va mettre en œuvre cette option-là. On va aussi faire le point sur le niveau de divergence qui reste dans l'équipe par rapport à cette option-là. Et on va finalement essayer de créer un consensus ou à tout le moins une majorité forte autour de cette convergence-là qui fait qu'on va s'en aller tranquillement vers la phase de l'engagement. Là, à la phase de l'engagement, on a notre option en main et là, on fait le travail finalement de planification, de répartition des responsabilités et on essaie de voir comment, et on essaie symboliquement aussi de voir quel est l'engagement de chacun des membres de l'équipe autour de ce projet, de cette idée, de cette orientation-là. Donc, c'est cette modélisation, vous voyez un peu le processus, cette modélisation-là nous aide à comprendre le processus, nous aide peut-être à normaliser le fait qu'il va y avoir un peu de tumulte dans la zone de création. En anglais, ils appellent ça le ground zone, d'ailleurs. Le ground zone. Donc, si on récapitule, comment mettre en œuvre l'intelligence collective rapidement, se connecter, donc ça veut dire apprendre à se connaître, se demander comment ça va, connaître les talents et les valeurs de chacun, s'assurer qu'on se comprend pour l'essentiel, clarifier le cadre, diverger, assurer l'accès à la parole, ouvrir un espace pour les points de vue, écouter, faire des tempêtes d'idées, être dans le non-jugement, co-créer, chercher des solutions en amalgamant les points de vue, prototyper ensemble. Hein, il y a cette notion de prototypage aussi. On sert beaucoup du design thinking là, en co-création. Faire émerger des solutions, se servir des divergences pour trouver des nouvelles idées. Finalement, converger, prioriser, finaliser la gestion des divergences, planifier, s'engager, raffiner l'option finale, confirmer l'adhésion de tous, identifier les prochains pas. Il y a aussi, en intelligence collective, je l'ai mentionné au début, toute la question de l'apprentissage, parce que les groupes apprennent comme les individus, mais pour qu'on apprenne, il faut capter les apprentissages pour s'en resservir la fois suivante quand on va avoir à recollaborer ensemble, donc à réinvestir dans le prochain projet pour devenir une organisation apprenante qui va en spirale toujours se développer davantage après avoir appris dans ces différents processus collectifs.
Tout ça, ça demande un nouveau type de leadership, donc qui est une posture de leader hôte en opposition au leader héros. Donc, de ne pas demeurer seul pour porter les problèmes et apporter des solutions, détecter et mettre en lumière les talents au service de la mission de l'organisation, aller chercher les solutions dans l'équipe. On s'en va plus vers un rôle de facilitateur et de gardien de la vision, plutôt que d'un rôle de quelqu'un qui va donner la direction et auquel les autres membres de l'équipe vont se conformer. Donc, voilà. Donc, rapidement, c'est ce que j'ai pu vous partager. Puis, j'aimerais ça qu'on prenne un petit temps, justement, on parle d'intelligence collective, pour que vous en discutiez rapidement entre vous. Donc, je vous inviterai à vous former en groupe de 3 ou 4 personnes et juste de prendre le temps, 3 personnes, parce que ça va fonctionner avec mon pattern, là. Donc, une chose qui a été significative pour vous, 3 choses que vous avez le goût d'expérimenter et on vous donnerait un 6 minutes pour ça. Ça va? Alors, je me permets de vous interrompre parce que le temps nous presse. Est-ce que on n'a pas le temps, évidemment, de faire le tour de tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens une personne qui aurait le goût de partager quelque chose que vous avez échangé? Un petit popcorn. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient quelque chose soit une question ou soit quelque chose qui a émergé de votre conversation? Oui, en fait, on était un peu d'accord tous les trois. Oui, donc c'est ça, on était un peu d'accord tous les trois. On est nouvellement arrivés, en tout cas du moins tous les deux, dans une nouvelle organisation avec Frédéric. Et puis, on a vécu un peu la même chose. On arrive dans une organisation qui était gérée depuis de très nombreuses années par la même personne. Et nous, on arrive avec une vision qui ressemble beaucoup à celle que vous nous avez présentée. Et on essaye de l'instaurer dans notre organisation, ce qui est pas toujours évident. Et ce que je nommais, moi, ce à quoi j'ai fait face, entre autres, parce que bon, j'ai travaillé avec le diamant de la participation, tout ce que vous avez montré là, c'est l'espèce de double posture, vous l'avez nommé un peu à la fin, qu'on a à la fois comme DG et à la fois comme facilitateur. Elle est un peu inconfortable, cette posture-là. Donc, je ne sais pas si j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Oui, bien, en fait, c'est sûr que c'est une négociation. Il y a une complexité là-dedans parce que c'est une négociation entre le rôle formel, ou en tout cas du directeur général, mais en fait, si la direction se voit comme essentiellement comme un facilitateur, donc ça demande de changer certains paradigmes avec lesquels on travaille habituellement. C'est-à-dire de voir que ma job comme directeur, c'est principalement de faire émerger, dans le fond, le contenu, de faire émerger les idées, le talent de mon équipe et non pas d'avoir sur les épaules, d'avoir toutes les idées ou de donner toutes les directions. Puis ça, ben, je veux dire, là, je parle de ça un peu à la hache parce que ça peut se doser et c'est pour ça que je parlais beaucoup de poser le cadre. Dans quel cadre j'ouvre ce corridor-là de création avec l'équipe. Je pense que c'est une réflexion qui peut être faite, puis d'y aller pas à pas. Là. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu. Oui, oui. Ouais. Parce qu'en discutant aussi, on se rendait compte que des fois, il y a certaines personnes qui sont là depuis très longtemps en place dans l'équipe qui peuvent être très fractaires à ce genre d'approche aussi. Oui, effectivement, ça demande un changement de posture. C'est pas toujours facile, mais ça peut être très libérateur, par exemple, pour quelqu'un qui commence à se sentir un peu épuisé par le travail de direction. D'autres partages? Oui. Il y a la partie empathie. Parce que moi, j'aime bien vivre la souffrance de l'autre, mais jusqu'où je la vis, cette souffrance-là, pour garder mon pôle de direction aussi, parce qu'on ne veut pas se faire manipuler non plus par des gens qui sont peut-être un peu plus fragiles et qu'il faut amener à offrir le meilleur d'eux-mêmes. Mais cette partie-là est sensible, disons. Mais importante. Absolument. Mais tout ça, toujours au service de l'organisation. Tu sais, c'est sûr qu'on ne devient pas une ressource là, en santé mentale. Là, donc, mais tu sais, c'est bon. Donc, c'est encore là, c'est une question de dosage. Mais quand même, si on n'a pas cette empathie-là, comment on fait pour amener les gens plus loin ou pour les mobiliser autour de la mission de l'organisation? Quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose, qui veut partager une réflexion ou une question?
Oui. Rosalie, petit théâtre diffuseur et créateur de production théâtrale. Tu sais, nous, dans le théâtre, c'est très, très hiérarchisé. Puis là, le metteur en scène, il dit, puis là, l'autre exécutant. Puis on a changé toute notre façon de faire. Puis effectivement, on a eu beaucoup de contestations puis de réfractions. Puis à un moment donné, les gens ont dû choisir, bon, ça m'intéresse-tu de travailler dans ce contexte-là ou ça m'intéresse pas? Puis là, ça fait 3 ans qu'on est là-dedans. Bien, on n'a jamais eu autant de créateurs qui tournent autour de notre organisation, alors qu'avant, c'était toujours les mêmes qui décidaient tout. Fait qu'au final, effectivement, ça l'a fait sortir des gens en posant ce cadre-là, mais ça en a attiré vraiment beaucoup d'autres, notamment les jeunes, la nouvelle génération qui aiment beaucoup ce cadre-là. Peut-être une notion que je n'ai pas bien mentionnée, mais c'est la co-responsabilité aussi. C'est que c'est pas... c'est un échange. Hein? C'est que si on pose un cadre comme celui-là, ça exige de toutes les personnes de prendre davantage la responsabilité de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est plus seulement la faute du méchant directeur ou de la méchante directrice, mais on est responsable, co-responsable ensemble de ce qu'on décide ensemble. Donc, ça demande aussi un changement de posture de la part des membres de l'équipe. Je pense qu'on va être obligé d'arrêter là parce que le temps file. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.